Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour cette semaine dans Legistream, on va parler de la commission d'enquête TikTok qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. On va parler de fast fashion et du conclave sur les retraites. Alors avec moi cette semaine, je suis accompagné de Marco. Salut Marco. Salut Maël. Et je suis accompagné d'Hugo. Salut Hugo. Que en haut. Que en haut. Que des hauts. On va t'appeler Maëlo et Antoineau. Voilà. Moi aussi, du coup, de notre côté du plateau. Alors, j'espère que vous êtes des grands fans d'Adèle Laurent et de Nasdaq, puisqu'on va parler tout de suite avec notre premier invité de cette commission d'enquête TikTok. Antoine Vermorel-Marquez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Legistream. Vous êtes député droite républicaine de la Loire, membre de la commission du développement durable et vous participiez aussi à la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Alors évidemment, les auditions qui ont fait le plus réagir, ce sont celles des influenceurs, ceux avec des pratiques dites problématiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces auditions ? Moi, ce qui m'a frappé quand on les a auditionnés, il faut bien comprendre le cadre dans lequel ça se passe. Ils sont convoqués, ils sont obligés de venir, ils prêtent serment, ils lèvent la main droite, ils doivent déclarer tout conflit d'intérêts. Donc c'est quand même très exigeant. C'est-à-dire que tout ce que vous dites en commission d'enquête peut être retenu contre vous en justice. Et c'est des risques pénaux, donc c'est très grave. Et ce que j'ai retenu, c'est que l'impunité qu'ils ont derrière leur écran sur TikTok, en fait, ils l'avaient devant les députés et les parlementaires. À tel point, par exemple, que Nasdaq est capable de me répondre à moi en me disant que oui, il a déjà donné de l'argent liquide à des mineurs en échange d'un travail illégal. Dans quel monde on vit où une entreprise privée, comme lui, fait des revenus sur des réseaux sociaux et donne de l'argent, que ce soit des jeunes de quartier ou peu importe, à des jeunes mineurs en liquide contre travail. Et il vous dit ça en toute impunité, comme si c'était tout à fait normal devant les députés. Et ce qui montre bien, à mes yeux en tout cas, qu'il y a non seulement une impunité sur les réseaux, mais en plus, il y a une impunité même quand on pointe du doigt les irrégularités de ces réseaux. Et sur le fond, est-ce qu'il y a finalement vraiment il y avait eu vraiment un intérêt à les faire venir, ces personnes-là ? Moi, je pense qu'il y avait un intérêt et je pense que Arthur Delaporte et puis Laure Miller avaient raison de les convoquer pour deux raisons. La première, c'est que nous, on avait besoin d'échanger avec eux pour comprendre leur motivation, savoir comment ils gagnent et combien ils gagnent d'argent sur ces plateformes-là, et notamment TikTok. Et puis, peut-être que j'en rajouterai une troisième raison, de montrer aussi, de par leur influence, à tous ceux qui ont suivi ces auditions, qu'il y a une commission d'enquête sur TikTok et que TikTok est dangereux pour la santé mentale des mineurs. Est-ce que c'est pas quand même dommage que, je sais qu'Arthur Delaporte s'en était plein, mais que du coup, on retienne que les auditions des TikTokers problématiques où en soi, on n'a pas retiré grand-chose de ces auditions et que les autres auditions qui, elles, étaient plus intéressantes, on les oublie. Je crois même qu'il y a les influenceurs positifs. Il y a une des auditionnées qui a fait une vidéo pour se plaindre en disant nous, tout le monde s'en est foutu, alors que les problématiques, tout le monde en a parlé. Est-ce que c'est pas un peu se tirer pas une balle dans le pied, mais ce qui est sûr, c'est que après, la commission, elle dure plusieurs mois. On a participé à de nombreuses auditions et je peux vous garantir qu'il y avait souvent pas de public et souvent pas de journalistes qui étaient là, y compris quand c'était les familles des victimes qui ont été auditionnées. Donc après, voilà, c'est la sur LCP, on a tout suivi. Voilà, et heureusement qu'on a LCP. Mais et Hugo Perchoir. Et Hugo Perchoir. Et non, mais voilà, c'est le propre de la médiatisation. Après, ce qui compte, c'est les conclusions de la commission d'enquête et comment elles vont être vues, comment elles vont être lues et comment elles vont être mises en application après. Ces auditions, elles ont quand même été extrêmement tendues, on l'a vu avec ces influenceurs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez peut-être été un peu trop dur ? Certains ont dit, mais on a l'impression d'être sur le banc des accusés, d'être coupable en fait. Non, moi je pense que vous savez, une commission d'enquête, c'est des questions franches. Donc après, vous êtes libre ou pas de répondre. Mais moi, quand je pose la question à Nasdaq de savoir s'il a déjà employé des mineurs avec l'argent de ses revenus issus de ses réseaux sociaux, il répond franchement à la question. Donc après, il peut se sentir accusé ou pas. Ça, c'est illégal, mais d'autres n'avaient pas forcément commis des actes illégaux, en fait. Après, et ce qui nous intéressait aussi, c'était de comprendre comment on pourrait mieux réguler le dispositif. Et certains d'entre eux, comme Adéichon, etc., ont dit clairement les choses en disant cette plateforme, elle est néfaste, et si demain elle interdit aux mineurs, évidemment que je respecterai la loi. Donc c'était aussi intéressant d'avoir le retour de personnes qui profitent de ces plateformes, mais qui ont quand même une forme de conscience de se dire il y a un danger pour les plus jeunes. Et il y a une question dans le chat vis-à-vis de ça. Il y a Yapuka qui dit en quoi le montant, vous avez évoqué, qu'il gagne est important. Est-ce que ça ne risque pas de rediriger l'attention au lieu de discuter de l'impact sur les mineurs, le but premier de l'audition? Il y a PNG qui répond le montant est important car l'appât du gain attire les mineurs. Alors,
C'est une question qui est complètement légitime. En plus, surtout que ce qu'on voit dans les auditions, c'est que ce n'est pas TikTok qui rapporte beaucoup d'argent, mais c'est le flux que ça génère vers d'autres réseaux sociaux. Et donc, c'est ça qui était intéressant pour nous de comprendre ça. Notamment Snapchat. Et notamment Snapchat. Et après, pour le cas de Nasdaq, c'était quand même intéressant parce qu'il se vante, ou alors on lui a donné ce titre de Robin des Bois digital, de celui qui gagne de l'argent de la part des réseaux sociaux pour les redistribuer à des jeunes mineurs. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir, comme c'est de l'argent liquide et qu'on ne peut pas l'évaluer, de savoir combien il a gagné pour estimer à peu près combien il a redistribué, quoi. Il risque quelque chose, Nasdaq? Ah ben, je pense que ces déclarations, en tout cas, si jamais demain il devait avoir un procès sur certaines de ses pratiques, elles seraient retenues contre lui. Il a prêté serment. Hein. Vous pourriez faire un article 40 pour les propos je sais, faut étudier juridiquement ce qu'il en est. Je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, si jamais il y a des personnes qui se considèrent comme victimes de cette question-là, elles peuvent clairement s'appuyer sur les propos qu'il a tenus en commission d'enquête pour le poursuivre en justice. Alors vous aussi, vous êtes retrouvé un peu à la loupe sur TikTok, etc. Votre question à Nasdaq sur est-ce qu'il connaissait des députés présents. Il y a aussi une question sur le sujet dans le chat. Elle sortait d'où de cette question? C'est vrai que j'étais en live, j'ai dit quoi? C'est quoi le rapport avec l'audition? Ce qui s'est passé, et c'est ça qui est intéressant quand même dans cette commission d'enquête, c'est que Nasdaq, il vient avec 2 de ses amis. Et il y a le banc de tous les députés qui sont là. Et puis derrière le banc de ces députés, il y a un député qui s'appelle Sébastien Delogu, qui est derrière nous. Et à la première question d'Arthur Delaporte, quand Arthur Delaporte lui dit combien ça vous rapporte sur les réseaux sociaux, il y a Sébastien Delogu qui fait signe à Nasdaq de ne pas répondre à la question. Et donc on est plusieurs, s'il est dans votre dos, on est plusieurs à se retourner, parce qu'il fait des signes. Donc moi notamment j'étais en bout de rangée, donc je le vois, on est plusieurs à se retourner. La rapporteure Laure Miller le note aussi. Et moi, ça m'interpelle. Je me dis, mais c'est quand même la première fois que je participe à une commission d'enquête où un député non membre de la commission d'enquête vient à la commission d'enquête pour conseiller celui qui est auditionné par les autres députés. Et pourquoi ça poserait problème qu'il soit financé par un parti politique? Ce qui pose problème, c'est pas que Sébastien Delogu ait fait ce signe-là. Ce qui pose problème, c'est que Nasdaq, quand il prête serment, il doit déclarer tout conflit d'intérêt à la commission d'enquête. Et il ne déclare pas ce conflit d'intérêt-là. Et donc, c'est pour ça que moi, je pose 2 questions. La première sur les mineurs, et qui est une question qui est du coup vérifié et vérifiable, puisque lui-même dit qu'il a donné l'argent à des mineurs de manière illégale. Et puis la question sur le financement politique, parce que je me demande quel est le lien qu'il a avec Sébastien Delogu. Voilà. Et la présidente rappelle à ce moment-là que effectivement Sébastien Delogu lui fait des signes de répondre ou de ne pas répondre à certaines des questions. Et donc c'était simplement ça, et ça l'a forcé d'ailleurs à corriger son conflit d'intérêt, à dire qu'il connaissait Sébastien Delogu. Et après, il s'est offensé de la question, et la manière dont il m'a répondu, ça m'a aussi interpellé sur la sincérité de la personne, parce que c'est étonnant, s'il n'y avait aucun financement politique, pourquoi il aurait réagi comme ça? Il aurait très bien dire bon, alors là je vois pas de quoi vous me parlez. Il y a quelqu'un qui travaille à l'Assemblée qui m'a signalé qu'ils sont sortis ensemble, Sébastien Delogu. Ils sont arrivés ensemble, enfin a priori ils sont arrivés ensemble, etc. Mais c'est pas le sujet en fait. Moi ça me pose pas, enfin ça m'a quand même interpellé dans la méthode, parce qu'honnêtement qu'un député vienne dire à une personne auditionnée de ne pas répondre aux questions que posent ses homologues députés, ça pose question. Voilà. Mais en tout cas ça peut être un signalement. Enfin il peut y avoir un signalement, je sais pas, au déontologue de l'Assemblée, ou je sais pas. En procédure, je sais pas. Moi ce qui m'intéressait c'est qu'il déclare son conflit d'intérêt. Il l'a déclaré, puisqu'il a reconnu qu'il connaissait Sébastien Delogu. Voilà. La commission elle a aussi entendu plusieurs réseaux sociaux, donc les plateformes, les représentants des plateformes, alors TikTok, Meta, X, YouTube. Mais après avoir suivi ces auditions, moi j'ai eu un peu le sentiment à la fin de me dire so what quoi. Est-ce qu'on a vraiment appris quelque chose après ces auditions-là? Typiquement après l'audition de TikTok qui a duré pendant 4 heures, celle des dirigeants. Il faut attendre les conclusions de la rapporteure, de Laure Miller, qui est sur le sujet. Et moi, je suis convaincu qu'à la fin, on mettra en exergue des situations d'addiction très fortes à TikTok qui est liée à son algorithme, en fait. Et c'est ça qui fait sa spécificité par rapport à d'autres plateformes. Et donc après, on verra les conclusions. Moi, j'attends de voir ce que Laure Miller préconisera. Mais moi, à titre personnel, ça fait longtemps que je travaille sur la question des écrans. J'étais l'un des premiers à dire qu'il faut à minima interdire les écrans pour les enfants de moins de 3 ans il y a plus d'1 an et demi, avant même que le rapport soit remis au président de la République. Je vois de moins de 15 ans, parce que c'est ce que propose Emmanuel Macron. Et je pense que maintenant, on est sur la question des réseaux sociaux à moins de 15 ans. Voilà. Ouais. Et il y avait dans le rapport qui était présenté au président de la République l'interdiction des téléphones portables aux moins de 11 ans. Il faut bien comprendre une chose, c'est par exemple, si vous prenez TikTok, c'est un réseau social chinois qui a un algorithme différent en Europe
qu'en Chine, parce qu'ils ont compris qu'il fallait protéger leurs mineurs en Chine, et qui est interdit aux mineurs chinois de 22h à 6h du matin pour des raisons de sommeil et de santé mentale des jeunes. Et nous, on est incapables, en Occident ou en France, de pouvoir se protéger de par une technologie chinoise qui est elle-même régulée dans son pays et que nous, on laisse complètement faire de manière dérégulée. Il faudrait prendre des mesures un peu comme ça. Moi, je pense que, enfin, encore une fois, il faut attendre les conclusions, hein, mais je pense que sur la question des mineurs de moins de 15 ans, il faut être extrêmement ferme. Et moi, je soutiens la proposition de Clara Chapas de faire en sorte d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et justement, vous êtes papa de 3 enfants. Si j'en suis votre biographie sur votre propre page, sur votre site internet officiel, comment vous faites avec vos enfants pour les écrans ? Ils sont très jeunes, donc je n'ai pas encore cette question-là. Enfin, j'ai la question des moins de 3 ans. Donc, c'est ma responsabilité de père et de parent de faire en sorte qu'ils ne soient pas exposés. Mais qui est déjà une vraie question, enfin, c'est un vrai sujet. C'est vraiment difficile. Et vous avez même des plateformes qui produisent du contenu commercial à destination des enfants de moins de 3 ans. Des chaînes YouTube dédiées. Et moi, j'ai une amie qui est notamment orthophoniste qui me disait les catastrophes en CP pour la lecture, elle est liée à des enfants à qui on a laissé une tablette. Et en fait, on le voit, c'est pas la faute des enfants d'ailleurs, c'est souvent la faute de l'irresponsabilité des parents, voire des grands-parents. Il y a combien de restaurants où vous voyez les mamies et les papis avec les petits-enfants qui, pour être tranquilles, filent le téléphone et laissent l'enfant jouer avec le jeu vidéo sur le téléphone. En soi, c'est pas grave si c'est 5-10 minutes, mais les conséquences de l'OMS dit avant de 3 ans, ça a des conséquences cognitives très importantes. L'Australie a interdit les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Et pourtant, il y a eu beaucoup de réticence quand même dans le pays à le faire parce que certains ont dit, en fait, ça va accentuer l'isolement des jeunes. Certains ont même dit que ça pouvait être une atteinte à la liberté d'expression pour les plus jeunes, en fait. Ouais, alors je pense vous avez 14, 15, 16 ans. Il y a des générations qui n'ont pas connu les réseaux sociaux et je ne pense pas qu'il y avait autant de problèmes de santé mentale. Moi, j'étais encore avec le Nokia et puis l'abonnement où vous aviez 60 SMS et une heure d'appel. Donc, c'est pas parce que vous supprimez les réseaux sociaux que vous ne pouvez plus communiquer quand même, surtout avec des forfaits illimités à 10 euros par mois. Le retour du bebop. J'ai connu ça aussi. Voilà. Et honnêtement, est-ce qu'on était malheureux? Est-ce qu'on n'avait pas de contact? Enfin, c'était différent. L'enjeu, c'est pas de couper la liberté d'expression ou c'est simplement de protéger de certains contenus des mineurs. On parle de 15 ans, c'est la limite entre le collège et le lycée en fait. C'est ça qui explique le 15 ans. Et sur la responsabilité, il y a aussi des familles qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants aussi bien qu'ils le pourraient parce qu'ils doivent travailler, parce que des fois, il y a des mamans qui cumulent plusieurs emplois pour nourrir leurs enfants, etc. Comment aussi on peut accompagner ces familles pour avoir plus de temps pour leurs enfants et peut-être un peu moins pour, pas le travail, mais en tout cas pour un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a effectivement ce sujet-là. Il y a aussi un sujet, je pense, qui est beaucoup plus large, c'est la question je sais pas, je ne veux pas dire l'irresponsabilité des parents, mais de l'inconscience des parents. Moi, j'ai été très marqué. Un jour, je vais dans un conseil municipal des jeunes dans ma commune de Villeray. Donc, c'est des jeunes de collégiens qui sont là. Et les parents ne sont pas là au moment où j'ai l'échange avec eux. Et je dis, si vous aviez une proposition de loi à me faire, laquelle vous feriez? Et j'ai un jeune qui lève la main. Alors déjà, à 13 ans, lever la main dans ce genre d'instance, c'est pas facile. Et qui me dit, moi, ce que j'aimerais, c'est que le contrôle parental soit imposé dans mon téléphone portable. Et j'ai compris, et j'ai vu dans ses yeux, qu'il avait été victime soit de harcèlement, soit de contenu pornographique, soit de contenu ultra-violent qui l'avait choqué. Et à la fin, je suis allé voir ses parents. Non, je suis allé voir tous les parents, je n'ai pas dit ses parents en particulier. J'ai dit, je vous dis juste, il y a un jeune qui m'a dit ça. Et qui l'appelait au contrôle parental obligatoire sur tous les téléphones portables. Mais par contre, vous avez la responsabilité, vous, en tant que parent, de le faire. Et en fait, il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas compte du contenu. Tout le monde pense que le contenu pornographique, c'est YouPorn, et puis l'enfant qui va sur Google et qui tape. Non, en fait, c'est le cousin qui envoie la vidéo sur WhatsApp ou sur Telegram. Et personne n'imagine ça, en fait. Et pour autant, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à réguler tout ça et à faire prendre conscience aux parents que le monde dans lequel ils ont vécu à notre âge n'est plus du tout le même, en fait. Et justement, sur la question des dispositifs de protection, il y a la question de la vérification de l'âge qui est beaucoup revenue dans les discussions avec les plateformes. On a un peu le sentiment qu'il n'y a aucune bonne solution parce que ça peut être contourné. Comment, en fait, on peut faire aujourd'hui pour vraiment vérifier que l'âge correspond à ce que demande la plateforme? Bon, déjà sur le contenu pornographique, on est en train d'y arriver. Parce que tout le monde disait c'est impossible. Pendant 20 ans, on a dit c'est impossible. Et puis finalement, on l'a fait. Puis on s'est rendu compte que c'était possible. Et que ceux qui ne respectent pas la loi, l'Arcom va déréférencer les sites. Et donc leur contenu va perdre en commercialisation et ça va chuter, quoi. Donc avec Pornhub, ils sont partis d'eux-mêmes. C'est pas... Oui, non, mais après... ce que je veux dire, c'est sur tout le reste, c'est quand même intéressant. Donc c'est une vérification avec carte d'identité. Avec carte d'identité, bien sûr. Alors après, vous avez deux possibilités de le faire. Soit vous le faites par réseau social, donc au moment de l'inscription.
soit vous le faites au moment où vous téléchargez l'application. Et donc là, vous imposez ça à Google Play, à l'App Store, de façon à ce que quand vous téléchargez l'application, ils aient bien vérifié que vous êtes majeur. C'est un peu ce que disait le directeur des affaires publiques de Meta, je crois, qui disait nous, on peut pas, enfin, c'est trop compliqué juste pour nous de mettre cette vérification-là. Il faut le faire soit au niveau du constructeur du téléphone, soit au niveau du fournisseur d'accès à Internet. Ça, pour le coup, c'est plus envisageable. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas du tout aux arguments de dire nous, on ne peut pas. Quand vous faites des milliards et des milliards de bénéfices, la vérité, c'est que vous pouvez. La question, c'est pour nous, en tant que législateurs, c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus efficace et le plus intéressant. Moi, à titre personnel, si on me demande aujourd'hui, je pense que c'est plus intéressant de le mettre sur l'App Store et le Google Play de façon à ce que toutes les applications soient concernées, plutôt que de demander à chacune des applications de le faire. Et surtout, notamment pour toutes les jeunes applications de start-up, ça peut être un frein au développement. Parce que si vous devez mettre en technologie la sécurité des données privées et la vérification de l'identité de la personne, ça peut être un frein à l'émergence de nouveaux réseaux sociaux et ce n'est pas l'objectif. Et si on fait ça, comment on peut protéger aussi, par exemple, des gens qui doivent rester anonymes, des lanceurs d'alerte ou des gens qui sont potentiellement en danger, qui peuvent avoir des menaces de mort, etc. Comment protéger l'anonymat en mettant en place cette chose-là? Parce que indirectement, ce que vous dites, c'est la fin de l'anonymat sur Internet. Alors, il y en a qui vont vous prôner les deux. Et puis, ce qu'on a fait sur la pornographie, on vérifie votre identité et pour autant, on ne met pas votre nom. Hugo au perchoir est allé sur tel site internet. C'est pas mon nom, ça tombe bien. Voilà. Donc, on peut très bien distinguer les deux. Je pense que ça ne pose pas de problème. On va passer au deuxième sujet. On va parler fast fashion. Trop canon, très classe. C'est, je pense que pas mal de gens vous ont découvert sur TikTok. Vous avez posté une vidéo sur TikTok, puisque vous défendiez, vous défendez toujours la régulation du milieu de la fast fashion, donc en gros les vêtements à très bas prix. C'est qui exactement, pour poser un peu le cadre, les acteurs de la fast fashion? Parce que le Sénat donc, a étudié une proposition de loi en première lecture. Ils ont un peu fait le distinguo entre Shein, Temu et Zara, H&M de l'autre côté. Pour qu'on y voit un peu clair, c'est qui en fait qui est représenté dans la fast fashion? Il y a très clairement les acteurs aujourd'hui de ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, c'est Shein, Temu et d'autres plateformes comme Alibaba sur Internet. Ça, c'est vraiment souvent chinois. Souvent chinois ou asiatiques. Voilà. Après, il y a une distinction qui se fait parce que pourquoi il y a ce combat contre eux? Il y a à la fois pour un enjeu écologique et pour un enjeu commercial économique. Et l'enjeu écologique, tout le monde le voit, c'est acheter des t-shirts pas chers qui s'usent très vite et qu'on met à la poubelle, ce qu'on appelle la mode jetable, en fait, la fast fashion. Et puis l'enjeu économique commercial, c'est dans les années 80, on a délocalisé toute la production du textile européenne vers le secteur asiatique. Et là, ce qu'on est en train de faire dans les années 2020, c'est qu'on est en train de délocaliser toute la commercialisation des vêtements. Donc Camailleux, Naf, le comptoir des cotonniers, toutes ces boutiques qui ferment en centre-ville, elles ferment parce qu'on délocalise la commercialisation des vêtements en Asie. Et donc, on fait importer des colis. Et donc, c'est là où certains mettent une distinction entre toutes ces grosses plateformes qui délocalisent la production et d'autres qui font de la fast fashion, mais qui continuent à avoir des boutiques sur le territoire. Mais justement, est-ce que c'est pas aussi votre responsabilité? Alors, pas vous, mais à la droite, vous avez été quand même au pouvoir pendant très longtemps. Pourquoi vous n'avez pas agi ou pourquoi vous n'avez pas réussi à protéger cette industrie en France? Alors, moi, ça fait pas si longtemps que je suis élu, puis la droite, ça fait depuis 2012 qu'elle n'est plus à la présidence de la République, et en 2012, on n'avait pas des problèmes. Certains vous diraient que la droite est au pouvoir depuis 2017. Ouais, moi, je me suis jamais considéré comme macroniste, mais j'ai dit la droite, j'ai pas dit. Mais après, c'est même pas une question de gauche, de droite, du centre, parce que la vérité, c'est que l'ultra fast fashion, c'est des phénomènes très récents. Chine, quand vous voyez l'augmentation du chiffre d'affaires de cette plateforme ces 2 dernières années. Je ne jette pas la pierre à ceux qui étaient là 3 ans avant moi, parce que personne n'avait vu l'émergence de cette plateforme. Je crois que c'est 22% des colis qui circulent en France actuellement viennent de Chine ou Temu. Aujourd'hui, si vous prenez Chine et Temu, ils font un nombre de colis plus élevé que Amazon en France. C'est dingue. C'est dingue, et personne n'en parle. Voilà. Personne n'en parle. Ceux qui ont un usage avec ces plateformes le voient bien parce qu'ils commandent beaucoup, mais personne ne s'en rend compte en fait que c'est aussi important. Mais est-ce que la proposition de loi elle va vraiment changer quelque chose? Parce qu'il y a pas mal de Français qui disent bon voilà, moi j'ai pas assez de pouvoir d'achat. Et très franchement, quand vous avez un jean ou un t-shirt à 10 €, et alors que dans d'autres magasins vous pourrez les avoir les mêmes produits à 50 €, le choix est tout de suite fait quoi. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on a mis en place dans cette loi, c'est un bonus-malus. Donc c'est un malus qui peut aller jusqu'à 5 € par t-shirt.
sur la plateforme Chine. Donc, par exemple, un t-shirt à 10 €, il va passer à 15. Ça ne changera pas grand-chose. Si on un t-shirt, attendez, un t-shirt à 10 va passer à 15. Et maintenant, vous avez du t-shirt Made in France qui est à 20. Donc, le t-shirt qui est à 20, il va passer, lui, on va lui mettre un bonus de moins 5 €. Donc, il va passer à 15. Donc, à la fin, vous pouvez, sur certains produits, avoir le même prix. Voilà. Et donc, ça commence vraiment à être intéressant. Et ensuite, ce que je souligne quand même, c'est que toutes les ONG, Emmaüs, toutes les ONG sociales défendent la proposition de loi. Parce que la vérité, c'est que Shein, Temu, etc., ne s'adressent pas à des personnes qui ont peu de moyens ou peu de pouvoir d'achat. Elles s'adressent à des personnes qui font ce qu'on appelle des haul Shein, c'est-à-dire du déballage de vêtements, et donc qui achètent beaucoup. Et à la fin, d'ailleurs, quand vous achetez sur ces plateformes-là, vous avez le sentiment de faire des économies, mais quand vous regardez le montant de votre panier à la fin, et c'est ça qui fait leur business plan d'ailleurs, vous dépensez beaucoup sur ces plateformes. Vous achetez beaucoup de produits, etc. Et il vous faut du pouvoir d'achat pour le faire. Il y a quand même un sacré chemin à faire parce que Shein, je crois que c'est quand même la marque dans laquelle les Français ont le plus acheté, c'est la marque Shein l'année dernière. Ah, bien sûr. Alors qu'en parlant de Chine, il y a un truc qui est très bien et qui coûte pas cher non plus, c'est chiner, aller dans les... J'ai oublié le nom, mais dans les friperies. Non mais on en rigole, mais en vrai, moi, quasiment tout, j'achète quasiment aucun vêtement neuf, j'achète tout en fripe, et bon, ça vient de Célio, mais sinon... non mais en vrai, non mais c'est un sujet aussi, le nombre de gens que je vois dans les fripes, chez moi dans le Loir-et-Cher, donc plutôt ville de 10 000 habitants, c'est blindé à chaque fois. À Malakoff, où j'habite actuellement, c'est blindé à chaque fois. C'est un peu, on l'oublie. Et puis vous prenez les Vinted et les plateformes de seconde main, elles fonctionnent aussi très bien. Et pour développer ça, justement, plutôt orienter les gens vers ces plateformes-là. Alors ça aide pas pour le neuf, mais plutôt qu'aller vers Chine. Non, puis après, pourquoi on le fait en fait? C'est parce que cette plateforme, vous regardez les dernières déclarations du gouvernement, 94% des produits qu'on achète, qui ont été contrôlés sur la plateforme, sont non conformes. Ne respectent pas nos normes sanitaires. Elles ne respectent pas nos normes environnementales, elles ne respectent pas nos normes sociales. Et à côté de ça, vous avez des entreprises européennes qui essayent, comme le slip français ou comme d'autres, d'exister, mais qui se font concurrencer de manière complètement déloyale. Et si on n'agit pas rapidement, la vie d'une entreprise, elle est beaucoup plus courte que la vie d'un homme ou d'une femme politique ou de la législature actuelle. Donc il faut qu'on réagisse très vite. Voilà. Et en termes de taxation, je ne sais pas si c'est constitutionnel ou conforme aux règles européennes, mais faire peut-être une TVA, je ne sais pas, mais moins chère sur les produits Made in France, en tout cas les produits qui sont à plus de 90% produits en France, et votre surtaxation sur les produits qui viennent de Chine, ça existe. Mais est-ce que c'est possible de faire cet équilibre-là ou pas, d'augmenter les taxes sur les produits de basse qualité qui viennent de loin et baisser celles sur les produits locaux de bonne qualité? Alors nous, on le fait avec le bonus-malus, ce qu'on appelle l'éco-contribution du produit. Vous ne pouvez pas le faire sur la TVA, sur la modulation. Et puis nous, attention, moi je ne le fais pas sur une question de nationalité, je le fais sur une question de qualité environnementale du produit. Et vous dites on ne peut pas le faire, pourquoi? Dans le cadre européen, conventionnel européen, vous ne pouvez pas faire ça. Par contre, il y a des choses, qui m'interpellent et sur lesquelles il va falloir qu'on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Aujourd'hui, tous les colis qui font moins de 150 $, il n'y a pas de droit de douane. Donc pas de droit de douane égale pas de contrôle. Donc ça, c'est la majorité des produits, des colis de Chine, Temu, etc. La deuxième chose, c'est qu'on a un accord international des postes, c'est un peu compliqué, mais pour vous dire quand même à quel point on est naïf, dans lequel on fixe les frais postaux, donc le timbre de chaque colis qu'on importe. Et la Chine, dans cet accord, est encore considérée comme un pays en voie de développement. Donc on donne de l'argent à la Chine pour importer des colis en France. Alors on marche complètement sur la tête, sans parler de l'absence de contrôle. Et qui peut le changer, ça, du coup? Ça, alors sur l'accord postaux, ça va y avoir des négociations l'année prochaine, c'est par État, donc la France a une voix à jouer là-dessus. Et puis sur la question des contrôles, moi je considère, mais ça fera l'objet de ma mission d'information où j'ai été nommé cette semaine rapporteur, que l'administration française doit contrôler autant les entreprises françaises que les entreprises étrangères, et aujourd'hui on ne contrôle pas les entreprises étrangères. Eh bien, on suivra cette mission d'information. Je vous propose de passer au troisième sujet, puisqu'il nous reste à peine 7 minutes encore. Donc, parler retraite. Le conclave entre syndicats et patronat devait se terminer hier et toujours pas d'accord à l'horizon. Prochaine rencontre prévue le 23 juin. Ça patine un peu. Est-ce qu'on peut encore espérer un accord ? Je ne sais pas, c'est aux partenaires sociaux de le faire. Après, moi, ce que je constate, c'est pourquoi on a fait ce conclave-là. On l'a fait pour faire en sorte que François Bayrou ne soit pas censuré. Du moins, c'est ce qu'il a fait pour qu'il ne soit pas censuré par le Parti socialiste. Après, il faut que les partenaires sociaux arrivent à trouver une solution. Mais comment vous trouvez une solution quand il n'y a pas d'argent dans les caisses ? C'est ça la vraie difficulté. Et c'est pour notre génération, ça va être super dur parce que on nous dit personne n'a envie de travailler jusqu'à 70 ans. Et dans le même temps, on a des générations avant nous qui sont passées et qui nous laissent des déficits. Cette année, en 2030, le système des retraites, c'est moins 6 milliards d'euros par an. Donc si on laisse faire ça, c'est moins 6, moins 12, moins 18 milliards. Et qui va payer ? Ceux qui bossent.
pas ceux qui sont... Et comment on arrive à équilibrer tout ça? C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver les réformes justes. Alors, celle-ci, elle peut être améliorée, mais surtout équilibrée financièrement, parce que sinon, c'est les générations actuelles qui vont payer pour les générations d'aujourd'hui. Et donc pour vous, par exemple, si on prend la question de l'âge, les 64 ans, on n'y touche pas, c'est un totem, c'est comme le MEDEF. Moi, j'ai aucun totem. Le seul totem que j'ai, c'est l'équilibre. On peut toucher à l'âge, pour vous. Moi, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose qui compte, c'est l'équilibre budgétaire. Et donc, le problème que j'ai, c'est que les propositions démagogiques des uns et des autres qui disent on peut être à 62, à 60 ans, ok, mais comment vous financez? Est-ce que, quand vous faites par exemple une proposition de loi à l'Assemblée, vous avez ce qu'on appelle l'article 40 qui dit quand vous faites une dépense, vous devez trouver la recette en face. Le problème, c'est que les gens, certains de mes collègues députés, vous disent bah voilà, il faut baisser l'âge légal, vous travaillez moins, mais ils vous disent jamais comment ils financent en face. Et c'est ça qu'on doit avoir comme débat. Ça ne me dérange pas d'avoir ce débat-là, mais il faut que ça soit honnête dans la proposition. Donc ce que vous dites, c'est toutes ces discussions, le conclave, c'est très bien, mais en fait, il faut une nouvelle réforme. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a un effet cliqué. C'est-à-dire que si on ne trouve pas une réforme qui équilibre autant le système ou qui l'améliore en termes d'équilibrage, bah, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Parce que sinon, ça veut dire que vous augmentez encore plus le déficit. Oui, le corps disait 6,6 milliards en 2030. En 2030 de déficit, avec la réforme actuelle. Oui. Donc, vous voyez l'effort qu'il faut qu'on fasse. Et après, bah, vous avez différentes possibilités. De toute façon, hein. Vous augmentez l'âge, vous augmentez la durée de cotisation, et c'est souvent très injuste pour les jeunes qui sont en études, parce que quand vous finissez aujourd'hui vos études à 22, 23 ans, si on vous met 45 ou 46 ans de travail, c'est encore pire que l'âge légal. Ou alors, vous augmentez les cotisations, donc vous baissez les salaires, ou alors vous baissez le montant des retraites. Alors, vous n'avez pas 36 000 leviers. Alors effectivement, il y a la question de l'âge, vous en parliez, mais la CFDT, par exemple, elle dit, bon, d'accord, l'âge, on n'y touche pas, mais on peut essayer peut-être de trouver, je ne sais pas, un arrangement, un accord sur la pénibilité, et notamment de réintroduire les critères de pénibilité qui avaient été supprimés avec la réforme des retraites en 2023. Le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques, enfin voilà. Il y a des salariés qui vont partir à la retraite plus tard alors qu'ils auraient pu partir plus tôt avant. Est-ce que ça, il faut les réintroduire, ces critères de pénibilité? Il y a vibrations mécaniques, posture pénible et charges lourdes. Dans la réforme des retraites qui était quand même très mal emmanchée, il y avait trois sujets sur lesquels il fallait qu'on avance. Le premier, c'était les carrières longues, ceux qui ont commencé à 14-16 ans. Le deuxième, c'était la pénibilité. Et le troisième, c'est la carrière des femmes. Personne n'en parle, mais c'est quand même le sujet majeur. Les carrières longues, c'est traité. Ils en parlent dans le conclave. Dans les carrières longues, plus personne n'en parle parce que même la réforme est favorable. C'est-à-dire que vous pouvez même partir maintenant à 59 ans, alors qu'avant, vous étiez obligé d'attendre 60 ans si jamais vous avez commencé très tôt. Et souvent, on dit que ceux qui commencent tôt sont souvent les métiers les plus pénibles. C'est quand même... c'est pas automatique, mais ça peut fonctionner comme ça. Après, sur la pénibilité et les carrières des femmes, le problème de la pénibilité, c'est que c'est très difficile à évaluer. Et ça peut être très chronophage, très administratif, etc. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver la solution là-dessus. Par contre, sur les carrières des femmes, ça, c'est le vrai scandale. Parce que et j'espère que ça changera, mais sur les carrières des femmes, comme souvent les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants, ou en tout cas, ça a été le cas pendant des générations et des générations, elles ont des carrières hachées, donc des carrières pas complètes. Et aujourd'hui, elles sont obligées d'attendre 67 ans pour avoir leur retraite. 67 ans. Et ça, personne... Ou alors, elles partent avec plutôt... des pensions de base souvent inférieures, du coup. Ou alors, elles partent plutôt avec des pensions plus basses. Et ça devrait être un vrai sujet de société, de dire comment on rééquilibre ça. Parce que c'est pas normal qu'une maman qui décide de prendre du temps pour ses enfants, pour l'avenir aussi, voilà, beaucoup de nos mamans l'ont fait, eh ben, elle soit obligée de travailler plus ou plus longtemps que le papa qui allait au travail tous les jours. Il y a beaucoup de questions, notamment sur le financement. Il y a Chika qui demande les baisses ou exonérations de cotisations prises par la droite. Est-ce que c'est pris en compte dans la vie du corps? Et il y a Rouen qui dit est-ce qu'on ne financerait pas en taxant l'évasion fiscale évaluée à 80 milliards d'euros? Rapidement, parce qu'il nous reste une minute. Très rapidement, en fait, il faut comprendre, le système des retraites, c'est les actifs qui payent pour les retraités. Voilà. Et donc ça, c'est le principe de base de la solidarité. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres ressources qui peuvent financer ça. Les autres ressources sont l'évasion fiscale, la fraude sociale, la fraude fiscale. Ça peut financer d'autres budgets de l'État, mais normalement, le système des retraites, il est fondé comme ça. Et c'est pour ça que c'est important. Et après, ce qui compte sur les cotisations, en fait, c'est qu'il y a une autre solution. C'est si on fait travailler plus tout le monde, chacun gagne un peu plus et surtout chacun paye un peu plus de cotisations et donc vous arrivez aussi à équilibrer le système. Donc c'est peut-être la question de savoir est-ce qu'on ne travaille pas plus, est-ce qu'on ne doit pas travailler plus pour financer les retraites. Travailler plus, gagner plus. Ça, je pense que c'est très 2007. Non, mais et surtout travailler différemment. Il n'y a aucune raison qu'à 30 ans,
vous ne puissiez pas faire des semaines, je sais pas, de 40, 45 heures si vous avez envie, mais par contre qu'à 62 ou 63 ans, si vous avez envie de travailler plus que 15 heures, vous pouvez travailler plus que 15 heures. Il n'y a qu'en France, on se dit c'est 35 heures toute l'année, toute l'année et toute la vie. Ça n'a pas de sens, ça. On devrait pouvoir dire, bah voilà, vous avez un quota d'heures à effectuer pour votre retraite, et ben ensuite vous l'effectuez comme vous voulez, et puis vous modulez votre départ ou votre comme vous le souhaitez. Ah bah ça voilà, serait intéressant. voilà une proposition pour la présidentielle. Ah, on verra. 27. Eh bien, merci beaucoup, Merci à Antoine vous. Vermorel-Marquez, d'être venu répondre à nos questions dans Legistream. On suivra la suite. Vous disiez, la mission d'information, elle va débuter Elle quand débute début juillet, et puis on rendra le rapport avant Noël. Ok, très bien. Eh ben, on va suivre ça assidûment sur LCP. Je veux dire, et la motion de censure, c'est pour quand? Nous, on ne sait Ça, pas. je sais pas. Demandez au Parti C'est socialiste. pas vraiment du côté des Voilà. Républicains que ça se passe. Un peu de côté fantaisie, censure. un Eh peu de ben, fantaisie. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt dans Legistream. Je vais vous demander de laisser la place à notre deuxième invité qui va arriver tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À très Merci. bientôt. Notre deuxième invité, Bonjour. Éléonore Carrois. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Bonjour. Bonjour. de Legistream. Merci. Je vous en prie, installez-vous. Super. Buenos dias. Hola, ¿cómo está? Toi, tu t'es lancé dans Spreche Deutsch, sehr gut. Portugais? Rien du tout. Tu t'es lancé dans un truc change dangereux des là. trucs. Ouais. Non, mais parce que France, c'est de l'étranger, donc Mais oui, il y a bah, grande j'allais- Amérique latine, j'allais Caraïbes. y venir. Vous êtes député ensemble pour la République des Français de l'étranger, donc la région Amérique latine Caraïbes, une région qui me semble fort sympathique. En gros, tout Vous l'Amérique, m'invitez quand vous voulez. sauf, hein. sauf le Canada et Venez États-Unis. tous, quoi. attention. C'est ça, du Mexique à l'Argentine. On embrasse Roland Lescure, bien sûr. Et donc vous êtes aussi vice-président de la Commission des Affaires étrangères. On va rester sur le sujet des retraites qu'on était en train d'aborder avec Antoine Vermorel-Marquez. Le conclave est toujours en cours. Prochaine réunion le 23 juin. Est-ce que ça commence pas un peu à sentir le roussi pour ce conclave ? Bon, bah, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs étapes hein, et que là, on se demande un peu ce qui va se passer. Moi, j'ai encore bon espoir qu'ils arrivent à trouver une solution. Je pense que ça serait vraiment la meilleure solution, que les partenaires sociaux qui débattent, qui ont joué le jeu, qui sont réunis depuis déjà un certain temps, arrivent à trouver un terrain d'entente parce qu'on en a besoin. Mais même Patrick Martin dit ce matin que le MEDEF ne sera peut-être pas présent à cette réunion du 23 juin. Sans CGT, sans FO, sans MEDEF, C'est sûr ça que enterre un peu le... Et justement, c'est ce que projet. j'allais dire. Est-ce que même s'il y avait un accord, sans la CGT, sans FO, est-ce que ça a quand même une valeur ? non, à un moment donné, il faut quand même que ce soit un accord qui soit endossé par un nombre suffisant de parties prenantes. Sinon, moi, je pense que ça n'a pas vraiment de valeur. Après, elles sont restées. Et quand on est en négociation, il y a ce qui se passe dans le conclave, c'est-à-dire à huis clos. Et il y a ensuite les déclarations publiques où chacun reste sur sa posture. On le voit aussi en politique. Peut-être que je suis trop optimiste, mais je me dis, ils n'ont pas encore claqué la porte tous. Donc, quelque part, ils ont encore envie de se parler. Donc, on va y croire. Et puis surtout, on en a besoin. On a besoin de trouver une solution sur ce sujet-là. Un sujet qui a beaucoup crispé, beaucoup tendu et inquiété nos concitoyens. Donc, je veux dire, nos générations ont aussi besoin d'une réponse sur ce sujet. Donc, il vaut mieux que ce soit une réponse collective après des débats, plutôt qu'une réponse politique qui soit encore compliquée. Et du coup, dans cette réforme des retraites de 2023, celle d'Elisabeth Borne, est-ce que pour vous, il y a des choses qu'il faut changer ? Est-ce qu'il faut changer l'âge ? Est-ce qu'il faut faire un geste sur les carrières des femmes, sur la pénibilité ? On en parlait tout à l'heure. Moi, je veux dire, le fond de ma pensée sur cette réforme de 2023, c'est qu'elle a cristallisé un mécontentement assez général, beaucoup à gauche, aussi à l'extrême droite, etc. Finalement, cette réforme, elle ne changeait pas fondamentalement le système tel qu'on l'a en France, c'est-à-dire un système par répartition. Elle a décalé un peu l'âge de départ à la retraite, elle a fusionné certaines caisses, mais elle n'est pas révolutionnaire, cette réforme. Et je sentais je vois des critiques dans les deux sens, des personnes qui se disent, mais en fait, ça ne change pas grand-chose, donc finalement, on aurait besoin vraiment de renverser la table, d'avoir un peu de capitalisation, d'avoir plus de prévisibilité sur ce qu'on va avoir à la fin de notre retraite, et d'autres personnes qui, au contraire, sont vraiment focalisées sur la question de l'âge. Donc je pense qu'il y a eu tout le processus qui a été compliqué, qui s'est déroulé de manière très difficile, très laborieuse. On est reparti à zéro avec ce conclave. À un moment donné, il faut qu'on ait un système qui soit viable. Mais Quitte à pas la voter à l'Assemblée. Non, parce que dans le chat, c'est évidemment... C'est la question. C'est la question. Il y a quelqu'un qui dit, si elle ne changeait pas tant que ça, on aurait pu voter à l'Assemblée.
Moi, je pense ce qu'elle changeait pas tant que ça, c'est qu'elle n'était pas par capitalisation, c'était pas un système à points. En gros, c'est les actifs qui sont en train de financer les retraités d'aujourd'hui. Donc, par rapport à plein d'autres pays, moi, j'ai travaillé dans beaucoup de pays dans le monde, notamment en Suisse, j'ai travaillé aux États-Unis, etc. Ça changeait pas le système français. Et moi, je trouve que le système français, cette solidarité intergénérationnelle, elle est intéressante. Après, est-ce qu'elle est tenable dans une société qui évolue, dans laquelle finalement on a plus de personnes âgées et plus de personnes qui sont à la retraite et moins d'actifs? Je pense que la question, elle se pose et que toute la séquence, en fait, avec les 49.3, enfin, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, oui, ça a été mal vécu et qu'aujourd'hui, c'est le but de ce conclave, en fait. J'allais dire ce que disait Antoine Vermorel-Marquez juste avant, il disait toutes ces discussions, ce conclave, c'est très bien, mais la question de fond qui n'est pas posée, c'est celle de comment est-ce qu'on comble ces 6 milliards de déficit chaque année qui en plus vont en s'accentuant. Et il disait il faut repenser, enfin avoir une nouvelle réforme, quoi. Mais je pense qu'il a raison parce qu'en fait, aujourd'hui on s'intéresse beaucoup au déficit public et c'est important parce qu'il faut que les Français aient conscience de l'état de nos finances publiques et il faut que ça soit aussi un débat et qu'on puisse voir comment on assainit nos comptes. Après on a tous des perceptions différentes. Moi je pense qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Il y en a d'autres qui vous diront qu'au contraire il faut les augmenter et puis les augmenter pour qui? Mais ce qui est vrai aujourd'hui c'est que notre déficit public il s'accentue tous les ans, par moitié, par nos dépenses en matière sociale. Et sans augmenter d'impôts, pourquoi est-ce qu'on ne revient pas sur les réductions de cotisations? Parce que techniquement, ce n'est pas une augmentation d'impôts. C'est juste, on enlève des avantages. Et ça pourrait peut-être pas résorber les 6 milliards, mais peut-être passer à 5, 4, 3, on prend. En tout cas, sur la question des retraites, moi je pense qu'il y a une question structurelle beaucoup plus large, et vous en parliez à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps. Plus longtemps aussi, pas toujours en bonne santé. Ça, c'est un autre sujet sur lequel on a pas mal travaillé à l'Assemblée nationale. Et qu'en réalité, il y a certaines personnes qui vont passer parfois la moitié de leur vie à la retraite, ou en tout cas une partie vraiment significative. Prenez l'Angleterre, par exemple. Il n'y a pas d'âge à proprement parler, mais vous ne pouvez pas passer plus d'un tiers de votre vie à la retraite. Il y a des mécanismes, il y a des choses à mettre en place juste pour répondre à la réalité aujourd'hui démographique de notre pays qui ne va pas changer du jour au lendemain. On va pas... Désolé, mais ce que vous dites, alors, je suis désolé de dire, mais c'est un peu con, entre guillemets, on ne peut pas passer plus d'un tiers de sa vie à la retraite, on ne décide pas de quand on va mourir, en fait. Non, de sa vie, de l'espérance de vie moyenne, évidemment. Ah, c'est pas chacun... Effectivement, je préfère la précision, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Non, j'avoue. C'était, de l'espérance de vie moyenne d'un pays, vous avez mais ça existe dans d'autres pays aussi, des mécanismes d'ajustement, ce qui fait que vous évitez cette question qui est vraiment épineuse de la date butoir à partir de laquelle vous avez le droit ou pas d'aller à la retraite. Vous avez d'autres systèmes qui sont purement par capitalisation, dans lesquels finalement vous faites ce que vous voulez, mais en fait c'est chacun pour soi. Moi je pense que le système français, où c'est pas vraiment chacun pour soi, il y a aussi de la solidarité, encore une fois, entre générations, il est bien dans son idée, dans sa philosophie, mais il faut qu'on l'adapte à la réalité démographique de notre pays. Du coup, globalement, on va dire qu'il y a une majorité de Français qui ne veulent pas travailler plus longtemps. Bon, si on part de ce constat, est-ce que il n'y a peut-être pas un consensus à trouver en disant, bon, bah voilà, si vous voulez pas, vous allez travailler plus longtemps, mais peut-être différemment, pourquoi pas instaurer la semaine des 4 jours? Ça, on l'entend peu, je trouve, dans le débat politique. Travailler autrement, en fait, sur l'ensemble de sa carrière, avec peut-être des pauses et tout ça. Parce que si on doit travailler plus longtemps, il faut peut-être l'accepter plus facilement aussi pour les citoyens. Oui, et vous avez raison, il y a certaines personnes qui vous disent « moi j'ai pas envie de travailler plus longtemps » et à la limite je serais prêt à recevoir moins, mais j'ai envie... Plutôt même, pourquoi pas travailler jusqu'à 700, mais par contre je veux travailler différemment, je veux travailler que 4 jours, voilà par exemple. Moi je suis tout à fait favorable, et d'ailleurs c'est ce qui a été fait là au cours de ces 7 dernières années, à rendre plus flexible le droit du travail. Après vous avez un équilibre à trouver toujours entre la flexibilité qui, à mon sens, est bonne, et puis nous, enfin, je sais pas vous, mais moi, je me projette pas dans une carrière où je vais faire la même chose pendant des décennies. D'ailleurs, enfin, j'ai déjà changé plusieurs fois de vie professionnelle, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et puis, député, c'est pas un poste. Et d'ailleurs, c'est même pas, enfin, c'est une fonction que vous occupez, c'est pas une carrière. Enfin, et ça. Ça dépend pour qui. Mais en tout cas, moi, je pense que ça doit pas. Charles de Courson, si vous nous regardez, bien sûr, on vous embrasse. Non, mais en tout cas, ça doit pas être
être conçu comme une carrière. C'est vraiment vous êtes là, vous remplissez une mission. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Et il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas le choix et qui sont obligées de changer. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre et c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi dans d'autres pays, parce qu'on a tendance à raisonner parfois en se regardant le nombril ou en vase clos, pour justement adapter le marché du travail, mais en même temps garantir une forme de protection, parce que souvent les plus précaires se retrouvent lésés si vous n'avez pas un minimum de garantie et de protection juridique. Il y a plusieurs questions et remarques dans le chat. Il y a Juan qui dit, du coup, l'espérance de vie des ouvriers qui est inférieure à l'âge de départ à la retraite voté par EPR, on en dit quoi? Et il y a Daki qui dit, pourquoi ne pas indexer l'âge de départ à la retraite sur l'espérance de vie en fonction de la carrière, vu que l'on vit plus longtemps? C'est vrai que des ouvriers qui meurent avant 60 ans, etc. Il y en a beaucoup. Et la question de la pénibilité, et c'est là où il y avait une question, à mon avis, qu'il fallait réintroduire dans la discussion, et le conclave l'a fait, mais à voir quelles seront leurs conclusions. C'était une erreur du chef de l'État d'être revenu sur un certain nombre de critères pénibilité? Moi, je pense que ce qui existait avant cette réforme était assez illisible. Enfin, je ne sais pas, vous, si vous compreniez toutes les différentes caisses, les différents systèmes, il y avait, en fonction de où vous avez travaillé, des accords cadres qu'il y avait par branche, vous aviez finalement des situations qui étaient complètement différentes. Et d'ailleurs, si vous étiez dans le public ou dans le privé, parfois à exercer des métiers similaires, vous n'aviez pas non plus les mêmes droits. Moi, je pense que le fait de dire on fait une sorte de remise à plat et on va créer un système plus général, à mon sens, c'était une bonne idée. Après, là où je pense qu'il manque quelque chose à cette réforme et où j'espère qu'on va y arriver, c'est la question d'avoir un peu le droit de choisir et de prendre en compte un certain nombre de critères. Là, on a parlé de la pénibilité. Il y a aussi la question des aidants, et souvent des femmes, et des carrières qui sont des carrières hachées. Moi, je sais que je n'ai pas travaillé de la même façon quand j'ai eu mes 2 enfants, quand j'ai été à l'étranger. Ça aussi, c'est une autre question, mais bon, qui complexifie encore le débat. Comment est-ce que vous calculez vos annuités, vos trimestres, etc., quand vous avez des carrières qui sont assurées? Je pense qu'il faut prendre en compte ces réalités. Et justement, sur les femmes, le MEDEF a fait par exemple une proposition, c'est sur leur pension de base, calculer en fait leur pension sur les 23 ou 24 meilleures années de leur carrière et pas les 25 meilleures années comme c'est le cas aujourd'hui, pour que ça soit un peu plus élevé. Vous êtes favorable à ça, je suppose? Je trouve que c'est intéressant. Après, vous voyez, on est en train de parler d'une année de différence. Oui, enfin, c'est paramétrique, vraiment, c'est ça. Franchement, à un moment donné, moi, je pense que ça doit être assez structurel. Ça doit être que dans notre société, on accepte le fait que lorsque vous êtes une femme, parce que vous avez des périodes, notamment de congé maternité, mais c'est bien aussi qu'il y ait plus d'hommes qui prennent des plus longs congés paternité, ça aiderait aussi à résoudre d'autres sujets qui sont tout aussi importants. Mais pour l'instant, en l'état actuel de la réalité du congé maternité, qu'on prenne en compte cela et qu'on prenne en compte des carrières qui sont différentes. Après, 24, 25 ans, ça va dans le bon sens, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Et alors, est-ce que vous craignez une censure de la part de la gauche? On sait que les socialistes, hier, ils en ont parlé à François Bayrou pendant la séance de questions au gouvernement. Encore aujourd'hui, Encore aujourd'hui, c'est vrai. Répondu un peu à la surprise. Exactement, ouais. Il a dit, voilà, bon, les socialistes, ils veulent qu'il y ait un projet de loi, ou en tout cas une discussion à l'Assemblée nationale, même s'il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux. Et sinon, c'est la censure. Qu'est-ce que vous dites, vous? Écoutez, moi, j'ai été élue en 2022. Et pour toute une série de raisons, y compris parce qu'il y a eu là récemment la censure du gouvernement, le budget qui est repassé au Sénat, pas à l'Assemblée, il y a beaucoup de textes importants que je n'ai pas pu voter, parce que tout simplement, ils n'ont pas été présentés à l'Assemblée nationale. Donc moi, tout ce qui est demandé aux députés de voter, je suis évidemment favorable. Après, sur cette question de la réforme des retraites, je pense qu'il y a une question d'équilibre budgétaire à trouver et d'agir en responsabilité. Et c'est le Parlement qui doit avoir le dernier mot? Je pense que le Parlement, en tout cas, doit pouvoir se reprononcer sur la question. Il y a eu cette réforme qui a été adoptée. Je pense qu'on aura besoin d'une autre réforme, de toute façon, à un moment donné, parce que structurellement, notre société change. On ne peut pas avoir un déficit qui se creuse tous les ans comme il le fait aujourd'hui. On ne peut pas ignorer cette réalité. Encore une fois, je suis désolée de revenir dessus, mais on n'a pas la même composition en France qu'il y a 25, il y a 30 ans. Et moi, je trouve que ce qui est assez paradoxal, c'est que ce sont les plus jeunes générations qui peut-être n'auront pas de retraite parce que c'est encore moins de personnes qui vont cotiser pour eux lorsqu'ils arriveront à la retraite qui aujourd'hui s'interrogent et qui devraient, je pense, demander un peu de capitalisation. Et du coup, vous avez peur de cette motion de censure qui pourrait arriver de la part de la gauche? Non, j'ai pas peur. Je pense que
Elle n'aboutira pas, parce que visiblement le RN n'est pas forcément très chaud pour la voter maintenant. Là, on est en train de parler de Popol. Enfin, c'est pas. Non, mais on a fait porte-parole. La Popol, c'est quand même une partie de votre boulot. Si je puis me permettre, Madame la députée. On fait un peu de forme sur la fin. vrai. Non, je vois ce que vous voulez dire. Je veux pas. Enfin, c'est leur droit de censurer, mais quelque part, il y aurait une censure, il y aurait une nouvelle composition d'un gouvernement. Les équilibres de l'Assemblée sont toujours ceux qui sont. Même s'il devait y avoir une nouvelle dissolution, je ne pense pas que les Français voteraient fondamentalement différemment de ce qu'ils ont fait il y a un an. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais qu'est-ce que ça créerait? Ça créerait de l'immobilisme, des administrations qui ne peuvent pas avancer, des réformes qu'on ne peut pas faire, des suspensions de travaux et de débats à l'Assemblée. Je ne pense pas que c'est ce qui est souhaitable. On n'est pas déjà dans l'immobilisme, en vrai, quand on voit l'Assemblée qui tourne au ralenti sur les projets de loi. Je crois qu'il y a eu que 2 projets de loi majeurs, entre guillemets, qui ont été adoptés. Un où vous avez voté contre quand même, qui est celui d'hier sur la simplification de la vie économique, et l'autre, c'était le projet de loi Mayotte. Il y a eu narcotrafic. Narcotrafic, c'était PPL. Il y a eu pas mal de choses. Oui, oui. Mais moi, je parle en PJL, donc d'initiative... Mais c'est génial qu'il y ait plus de propositions de loi qui viennent des... Enfin, à un moment donné, c'est quand même pas mal que les députés, les sénateurs prennent la plume et... Mais du coup, de la part du gouvernement, ça patine un peu. Je crois que François Bayrou est surnommé aussi le roi fainéant, de ce que j'ai lu dans un article de l'Express. Je crois que l'Express parlait de roi fainéant en parlant de François Bayrou. Et puis des députés qui disent on s'ennuie un peu. Voilà. Alors, ceux qui s'ennuient, franchement, moi, je peux leur dire quoi faire, hein, parce que moi, je m'ennuie absolument pas. Je suis sur plein de textes occupationnels, quoi. On s'occupe. Alors, vraiment, je pense pas. Déjà, on a l'impression que si on n'a pas voté plein de textes, c'est-à-dire genre augmenter cette croissance législative, on n'a rien fait. C'est pas vrai. Une des plus grandes prérogatives, à mon sens, de l'Assemblée nationale des députés, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et vous avez plein de commissions d'enquête qui contrôlent l'action du gouvernement. Vous avez aussi le travail de commission où justement on contrôle l'action du gouvernement. Et je pense que ça ne sert à rien de voter des lois si après elles ne sont pas appliquées et si on ne voit pas si elles servent à quelque chose, créer des fonds, créer des agences. Enfin, à mon sens, si on ne vote pas 25 textes, et d'ailleurs on en vote quand même pas mal, il faut regarder, là on en a voté 50 en transpartisan, donc on en vote, c'est pas ça pour moi le symbole d'une assemblée qui ne marche pas. Moi je trouve qu'au contraire, vu la quantité de groupes que vous avez aujourd'hui, les divisions politiques que vous avez, ce qu'on nous avait prédit, vous n'allez rien faire, il ne va rien se passer, je trouve qu'il se passe au contraire quand même pas mal de choses à l'Assemblée nationale, que le gouvernement, c'est un gouvernement de coalition avec des gens qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, s'invectivaient et étaient en train de s'opposer dans des élections nationales. Ça continue, hein. Ça continue. Ça continue, mais ils arrivent quand même à porter des discours, des projets. On continue quand même à avancer. Non, Attends, oui. C'est vrai que le temps passe. Parce que je vois qu'il nous reste déjà qu'un quart d'heure et il faudrait qu'on avance un peu dans les thèmes. Puisque vous avez été missionné par le gouvernement pour faire ratifier le traité international, en gros, de protection des eaux internationales. Les eaux internationales qui ne relèvent d'aucune juridiction, d'aucun pays. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de protéger ces eaux internationales ? Ouais, typiquement, ça fait partie des choses qu'on peut faire quand on est député et qu'on veut s'intéresser aux questions écologiques. C'est un traité, donc le traité de la haute mer, le BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, qui... Excellent accent. C'était pas l'objet. Mais en gros, c'est parce que ça a un nom un peu improbable, mais c'est le nom qui a été choisi, c'est un traité onusien, 20 ans de négo, assez compliqué, finalement signé en 2023 par plus d'une centaine de pays. Et pour qu'il entre en vigueur, il faut qu'il soit ratifié par 60 pays. Et en fait, le dernier grand traité sur la mer, entre le moment de sa signature et le moment de la ratification, il s'est passé encore 12 ans. Et on ne peut pas se permettre ça, parce que c'est un traité qui régule, en fait, toute une partie de l'océan, donc à peu près les 2/3, qui aujourd'hui n'appartient pas et est en dehors des zones économiques exclusives. En créant des aires marines protégées, c'est ça? Entre autres, mais pas que. Entre autres, ça régule aussi comment sont répartis tout ce qui est ressources halieutiques, tout ce qui est finalement recherche aussi qui est faite en haute mer. Et ça permet aussi, après, de poser les jalons pour tout ce qui est protection, lutte contre la pollution, parce qu'il y a aussi un traité sur la pollution plastique qui, lui, n'a pas abouti, mais sur lequel je suis aussi très engagée. Et en fait, pourquoi la mer? Parce que déjà, évidemment, c'est le poumon de la planète aujourd'hui. Je pense que tout le monde le sait. Ensuite, c'est
très en danger. Et puis en plus, comme c'est pas les territoires nationaux ou les zones économiques exclusives, personne ne le protège. Et on le voit, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des images qui sont quand même vraiment extrêmement inquiétantes. Et il y a aussi ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire toutes les microparticules de plastique dans les océans, la pêche sauvage dans ces eaux-là qui n'appartiennent à personne. Et ça fait partie des grandes réussites de cette UNOX, c'est que ça a créé un momentum. Vous avez quasiment toutes les ratifications. Ouais, on a réussi. Enfin, quand j'ai commencé à travailler, il y en avait 2. Oui. On est passé à 8, la France était 7e. Et entre le moment, une semaine avant l'UNOC, moi je me disais, en fait c'est mort, on va pas y arriver, on en avait 28. Et pendant la semaine là, à Nice, on est arrivé à 51. Et avec une vingtaine de pays, 25, mais je préfère être prudente, vingtaine de pays qui vont ratifier là avant la GNU en septembre. Donc ça va rentrer en vigueur là dans les prochaines semaines/mois. Mais c'est maintenant que le travail, d'ailleurs là aussi, les parlementaires qui veulent s'engager sur des sujets écologiques, on peut tous travailler dessus. Il va falloir maintenant mettre en œuvre ce traité et vraiment s'assurer que ces aires marines soient créées, vraiment s'assurer qu'elles soient respectées, qu'il y ait des forces de police pour les respecter, créer un siège pour ce traité. Il y a vraiment énormément de travail. Mais justement, dans ces aires marines protégées, elles interrogent quand même, parce que si j'ai bien compris, la pêche, le transport maritime, l'exploitation minière aussi des ressources, ça ne sera pas totalement interdit, ça en fait, juste simplement régulé. Alors, la question des aires marines... Est-ce qu'on peut vraiment parler d'aires marines protégées? Non, mais ça, c'est intéressant, puis on en a beaucoup parlé, parce que la France a une spécificité en matière d'aires marines protégées et qu'il y a encore des pratiques dans certaines aires marines qui ne sont pas très protégées. Parce qu'il y a différents niveaux de protection. Mais après, franchement, il y a des standards internationaux. Il y a aussi une exigence de protection totale, et surtout en haute mer, où on n'est pas dans des zones où il y a énormément de pêche ou d'activité économique. On doit pouvoir imposer des protections extrêmement strictes et pouvoir aller chercher les personnes qui ne les respectent pas. C'est ce qu'on a fait notamment là en Polynésie française, avec la création d'aires marines vraiment très très importantes, presque 50% de cette zone. Et donc je pense qu'aujourd'hui, si on fait... Mais en métropole, il n'y en a pas beaucoup des aires marines protégées avec une protection très forte. Absolument, il faudrait qu'il y en ait davantage. On n'est qu'à 4% là, je crois, on va arriver à 4% avec... Et on doit les augmenter. Après, en France, on regarde dans sa globalité, c'est normal, parce que sinon on ne serait pas le pays qui a la deuxième zone économique exclusive. Et on se porte plutôt bien si on prend la totalité. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de ce qu'on fait au niveau international, dans des zones où aujourd'hui on fait juste rien. Donc ça va quand même avoir un impact très important. Et juste un point sur la question de tout ce qui est l'exploitation minière des fonds marins. Ça aussi, c'est quand même une initiative parlementaire. On a, nous, fait une PPR pour interdire... on demandait un moratoire à l'époque. Le président de la République a demandé l'interdiction. Et depuis, on a presque une quarantaine de pays qui nous suivent sur la demande d'un moratoire. Après, évidemment, les États-Unis qui veulent aller... Et justement, à ce sujet, passe décisive, il y a une question de Lagofu dans le chat qui dit... J'aime bien comment vous tournez tous votre tête vers le chat, c'est toujours drôle. Qui dit, est-ce que ce genre de traité à portée écologique peut être respecté quand on voit les velléités des États-Unis sur le Groenland, leur sortie des accords de Paris? Comment on fait? C'est une excellente question. C'est vrai que l'éléphant dans la pièce, c'est même pas un éléphant, je veux dire, c'est évident, c'est clair. C'est la position... c'est la position des États-Unis aujourd'hui. Le premier domaine maritime au monde, en plus. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez la Chine, qui était un peu en retrait, qui aujourd'hui est vraiment en train d'avoir une position beaucoup plus allante sur ces sujets. Et puis surtout, vous avez plus d'une centaine de pays qui sont signataires. Je ne vous dis pas que tout le monde va s'allier contre les États-Unis sur ce sujet-là, mais les États-Unis font beaucoup de déclarations, notamment sur la question de l'exploitation minière des fonds marins. Ils ont dit qu'ils allaient y aller, ils ne sont pas encore allés, parce que de une, ça coûte cher, de deux, ils seraient tout seuls, et puis de trois, s'il y a un mouvement assez large de pays qui justement cherchent à respecter ces règles-là, si on se met d'accord sur des règles, en fait, plus on est nombreux à s'y opposer, plus ce sera difficile pour celui qui est tout seul, même si c'est la superpuissance mondiale, de quand même y aller. Donc moi j'y crois et je pense qu'il faut continuer à travailler et j'espère qu'il y aura aussi un changement d'administration. Et justement, en parlant de respect des règles, je sais que vous disiez que ça va se décider dans un second temps, mais c'est quoi un peu les pistes pour pouvoir contrôler le respect des règles, typiquement dans les aires marines protégées, où on se dit mais ça paraît impossible?
Et c'est là que vous avez besoin d'avoir des moyens, en fait. Vous avez besoin d'avoir une police de la haute mer. Mais qui serait plutôt internationale ou plutôt chaque État L'idée d'avoir un traité international, c'est d'avoir justement une régulation au niveau international. Et donc là, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre le siège de cette organisation? Comment est-ce qu'on va décliner le traité? Moi, je pense par exemple que le siège, il devrait être dans un pays du Sud. Il y a le Chili qui est... C'est pas parce que c'est ma circo, hein, mais il y a le Chili qui est candidat pour la ville de Valparaíso, qui est une grande ville maritime, historique. Ça serait bien, on veut réfléchir à comment transformer les organisations internationales, transformer leur gouvernance. Ça serait bien qu'il y ait des pays du Sud qui soient impliqués et évidemment qu'il va falloir donner les moyens à cette institution, donc ça veut dire la financer, pour qu'elle puisse justement faire appliquer les dispositions du traité. Sur l'exploitation des minerais au fond des mers, il y a certaines personnes qui disent bah oui, mais en fait, ça peut permettre de produire des batteries électriques et donc finalement, si on les exploite, ça va nous servir à la transition écologique. Ça, vous dites quoi sur est-ce qu'on ne devrait pas aller chercher ces minerais du coup pour ça? Alors, faut voir de quoi on parle. Hein. La profondeur moyenne de l'océan, on est sur 4 km. À certains endroits, c'est 11 km de profondeur. C'est-à-dire que c'est tout un territoire qu'on connaît très mal, assez mal, avec une biodiversité. À l'époque, on pensait qu'il n'y avait rien. Il y a encore quelques décennies, on se disait en fait c'est un trou noir, il ne se passe rien. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des espèces vivantes. On sait qu'il y a des espèces végétales et des espèces animales qui sont très importantes pour la régulation de tout l'écosystème marin. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles sont à 4 km qu'elles n'ont pas un impact sur le poisson qu'on mange et in fine sur l'air qu'on respire. Si vous envoyez ce qu'ils veulent envoyer, hein, d'ailleurs j'étais en Jamaïque au siège de l'AIFM et il y a des espèces de modélisation, des espèces de tracteurs, des grues en fait, qu'on enverrait à 4 km de profondeur pour aller pelleter. Et donc, en fait, modifier tout le sol, tout remuer, donc ça modifierait, c'est ce que disent les scientifiques, hein, c'est pas moi qui le dis, mais on l'imagine assez clairement, ça modifierait tout l'équilibre en profondeur et ça aurait un impact évidemment à la surface et sur la Terre, parce que les océans, ils sont connectés avec la Terre forcément par les rivières, et donc ça aurait un impact évident sur le climat. Le président Macron, c'est d'abord faire des recherches, voir ce qu'il y a dans ces fonds marins, et ensuite décider, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, la Chine, encore une fois, est très active dans l'exploration alors qu'elle l'était moins. Et d'autres pays aussi lui emboîtent le pas. Moi, in fine, je suis plutôt favorable à ce qu'on n'aille pas le faire. Il y a des modules, on a l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, etc. Mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, tout ce qui peut donner des nouvelles opportunités à la science, mais pas aller comme des bourrins, si vous me passez l'expression, aller juste pelleter au fond de l'océan à 4000 mètres. En plus, économiquement, c'est pas viable. Je pense que c'est important qu'il y ait quand même des pays qui soutiennent ce moratoire ou cette pause de précaution. En parlant des États-Unis, Emmanuel Macron a répondu à Donald Trump qui a signé un décret justement pour exploiter les minerais marins en lui disant que, alors il lui a dit, les abysses ne sont pas à vendre, pas plus que le Groenland et l'Antarctique. Le torchon brûle un peu en ce moment, non, entre Emmanuel Macron et Donald Trump. On n'est pas au top de la bromance là. En même temps, vu les déclarations que fait Donald Trump tous les jours, en totale violation du droit international, là on parle du Groenland, on aurait pu parler du Panama il y a quelque temps, il y a clairement, ou du golfe d'Amérique, comme il voulait l'appeler, pas le golfe du Mexique, il y a une forme de provocation qui n'en est pas vraiment une, parce qu'il essaye aussi d'y aller, il y a une forme d'impérialisme, clairement, et je pense que c'est important qu'on lui réponde avec juste tout simplement un rappel des règles de droit, de la souveraineté territoriale des États, etc. Et ça serait bien que ça ne soit pas seulement la France qui réponde, mais que ce soit aussi d'autres pays européens, d'autres le font, mais qu'on le fasse de concert au niveau européen. Et est-ce qu'on n'a pas aussi donc, je repensais au premier mandat de Donald Trump qui avait quitté les accords de Paris. Et en fait, la relation avec les États-Unis, ça fait un peu deux pas en avant, un pas en arrière à chaque fois, notamment sur les sujets écologiques. C'est toujours des alliés où on se dit que Donald Trump il aura peut-être changé d'avis d'ici 2 semaines. Sur le plan écologique, c'est sûr que les États-Unis ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que nous, ni que la plupart des pays qui ont quand même un tout petit peu conscience de ce qui est en train de se passer. Après, vous avez
le gouvernement fédéral, les déclarations en plus de Donald Trump qui parfois fait des déclarations à l'emporte-pièce qui ne sont même pas consultées avec les membres de son administration. Et vous avez des maires, vous avez des élus, des sénateurs. Moi, par exemple, j'ai créé à Nice le Parlement de la mer avec des parlementaires du monde entier qui s'engagent à porter des réformes pour la protection de l'océan dans leur pays, en attente de grands traités internationaux qui mettent beaucoup de temps sur le plastique, sur la pêche, etc. J'avais des élus des États-Unis, j'avais un sénateur américain du Rhode Island qui, lui, va travailler au niveau local et c'est déjà vraiment important. Il y avait aussi le maire de Nice, Christian Estrosi, avait créé le forum des maires des villes côtières. Vous aviez aussi des maires américains qui ont un vrai pouvoir d'action, qui étaient là, qui se sont engagés. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, quand on regarde les déclarations de Donald Trump, c'est désespérant au niveau écologique. Et moi, je n'ai pas l'impression qu'il va changer d'avis demain. Mais on peut quand même, avec les États-Unis, coopérer au niveau national, au niveau, au niveau des États, et des différentes villes. Et tant qu'il nous reste 2 minutes à peine et qu'on parlait d'Emmanuel Macron et Donald Trump, on sent pour parler du conflit entre l'Iran et Israël, on sent que Emmanuel Macron et la France ont un peu du mal à trouver leur place dans ce conflit-là. Ça a été compliqué. Vous avez vu le vendredi dernier, alors que la France préparait son sommet avec l'Arabie Saoudite. Oui. Pour reconnaître l'État de Palestine. Pour reconnaître l'État de Palestine, pour qu'il y ait une reconnaissance mutuelle de l'État d'Israël par un certain nombre de pays qui ne le reconnaissent pas et de l'État de Palestine, notamment par la France et par d'autres pays européens. C'est pour ça que ça tarde, en fait. Il faut l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on reconnaît l'État, on le reconnaît l'État, mais c'est parce que justement, il y a cette co-reconnaissance. C'est ça, c'est que vraiment l'idée, c'est d'avoir une solution à 2 États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plein de pays dans le monde qui ne reconnaissent pas la Palestine et qui en sont à ce niveau-là. Et vous avez plein de pays dans le monde qui ne reconnaissent pas Israël. À un moment donné, pour avoir une solution politique, il faut reconnaître ces 2 États. Et est-ce que du coup, la reconnaissance de l'État palestinien par la France, ça veut dire que ça nécessairement va arrêter la colonisation des territoires palestiniens par Israël ? La France, il y a d'autres pays européens qui l'ont déjà fait. Par exemple, l'Espagne a reconnu l'État de Palestine, l'Irlande, la Norvège. Et moi, je pense que c'était une bonne décision parce que c'était une décision symbolique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment une répartition. Vous avez les pays d'Amérique latine, presque tous, les pays d'Afrique, les pays d'Asie. En gros, il y a les pays d'Europe, Canada, États-Unis, quelques autres pays qui ne reconnaissent pas la Palestine officiellement. Oui, les alliés clairement. historiques d'Israël. Donc aujourd'hui, il y a quand même une séparation géopolitique qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être, si on a envie d'avancer. Donc cette idée de la France, et on veut vraiment aller de l'avant avec une solution à 2 États, elle est bonne, mais il faut qu'elle se matérialise. Si on avait juste fait une déclaration unilatérale comme ce qu'a fait l'Espagne, à mon avis, ça apporte pas grand-chose. Alors que si vraiment vous êtes dans une question de reconnaissance mutuelle, là, vous pouvez avancer. Et ça nécessite que les différents pays puissent se réunir et que cette conférence puisse avoir lieu. Et pour conclure très rapidement, il se passe quoi au groupe Renaissance ? Il y a un an, vous étiez 99, vous êtes plus que 93. Il y a Philippe Fay qui a quitté le groupe la semaine dernière pour rejoindre Horizon. Certains sur Twitter disent les rats quittent le navire. Je ne comparerai pas des députés à des rats, mais qu'est-ce qui se passe au sein du groupe Renaissance ? La fin du macronisme. Non, très rapidement, parce que... Oui, vous n'avez plus beaucoup de temps. Déjà, il y a moins de députés, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été réélus après la dissolution. Moi, je parle 99... Après l'élection. Non, mais je pense que le groupe se reconstitue après la dissolution. Il y a des équilibres politiques qui doivent se revoir. Ça reste quand même le plus grand groupe de ce qu'on appelle aujourd'hui le socle commun, malgré quelques personnes qui se retrouvent davantage peut-être dans certains des groupes alliés. Et je pense que ça fait partie de la vie politique. Ce qui est important, c'est ce qu'on vote. C'est un manque de leadership de Gabriel Attal ou pas ? Moi, non, je pense pas. Je pense que chacun, aujourd'hui, est en train de se reconnaître davantage dans des groupes du socle commun. Mais c'est pas comme liberté à LFI ou à l'extrême droite. Eh bien, merci beaucoup, Éléonore Carrois. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Oh non, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, le chat, d'avoir suivi cette émission et de nous avoir transmis aussi vos questions qu'on a suivies. Merci Marco. Merci Hugo. Rendez-vous dans Legistream la semaine prochaine. Même jour, même heure. Normalement, je ne me trompe pas. Oui, c'est bon. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Bye. Ciao tutti.